Merci beaucoup. Messieurs, mesdames, messieurs, bonjour. Je commencerai cette intervention par des remarques d'ordre général sur le renouveau de la librairie et du commerce du livre durant la première moitié du XIXe siècle, plantant en quelque sorte le décor. Puis j'aborderai le développement des mémoires, un genre littéraire en parfaite adéquation avec son époque. Et parmi ceux-ci, je m'attarderai sur un sous-genre particulièrement intrigant que l'on a coutume de nommer avec une grande dose de dédain les supercheries littéraires. Donc, en première partie, la librairie traditionnelle fit place à l'édition. Sans dresser un catalogue complet et détaillé des innovations techniques, il convient de mentionner l'introduction de presses à vapeur permettant des impressions à plus grande échelle, ainsi que la généralisation de la lithographie, et citons bien entendu l'édition illustrée du mémorial en 1842, magnifiée par des dessins très très extraordinaires de Charlet, mais Elisabeth Gaude vous en parlera avec érudition cet après-midi. Peu à peu, les prix baissèrent pour aboutir en 1848-1850, donc à la fin de la période, au livre à 1 franc, contre les 7, 8, voire 10 francs qu'il fallait débourser au début de la période. La typographie se resserra, le format se réduisit également, ainsi les livres purent se glisser dans les poches, permettant de nouvelles formes de lecture, beaucoup plus nomades et accessibles à tout moment. Et si l'offre s'améliorait et se diversifiait, l'élargissement était également vrai pour la demande. En dépit d'un système scolaire encore balbutiant pour le niveau élémentaire, l'alphabétisation était en hausse et les cabinets de lecture, ces ancêtres de nos bibliothèques publiques, connaissaient leur période faste. Une révolution culturelle, silencieuse mais irréversible, était en marche. Bien qu'au niveau de lecture, on peut avoir quelques doutes suite à une récente étude. Ce qui était l'apanage de l'élite cultivée commençait à se banaliser, bien qu'elle demeurât suspecte aux yeux de certains parents qui craignaient que leurs enfants leur échappent et ne suivent plus leur voie. Alors l'illustration est bien connue et mise en scène par Stendhal dans Le Rouge et le Noir, quand le père de Julien Sorel, Meunier, voit son fils penché sur son livre préféré, le Mémorial, et le traite de chien de lisard. Et sous ces effets conjoints, on l'a vu, d'amélioration technique en interne et de pratiques élargies de lecture en externe, l'économie éditoriale, nous en avons eu de nombreux exemples, allait connaître une profonde mutation soutenue par des éditeurs novateurs et entreprenants. La pré-industrialisation, parce qu'il s'agissait de ça, entraînait une restructuration et un redéploiement des rôles et des tâches. Le libraire-imprimeur, donc qui tenait en une seule expression et qui faisait un peu tout, se transforma en un éditeur. Il laissait de plus en plus les impressions à un imprimeur et maintenait certes une boutique, mais accélérait les délégations de vente en province et à l'étranger à des associés. Et surtout, il se plaçait en amont, sollicitant les manuscrits, en motivant les écrivains, et en aval, il n'hésitait pas à corriger et à amender les textes. Bref, l'édition d'éditeur telle que nous la connaissons à l'heure actuelle était en train de naître. Des figures toutes puissantes allaient s'approprier ce nouveau métier et régner sur les lettres, faisant le bonheur ou le malheur des auteurs. Les amoureux de Balzac connaissent dans Les Illusions perdues les espoirs et les craintes du jeune Julien de Rubempré en quête de l'approbation du sultan de la librairie, Doria, et la réponse cinglante de ce dernier au poète naïf, tout juste débarqué de sa province: « Je ne m'amuse pas à publier un livre, je fais des spéculations en littérature. » Ce Doria avait un modèle. Pierre-François dit Camille l'avocat, que vous voyez ici au fait de sa gloire. Alors l'avocat, je n'ai pas le temps de m'étendre dessus, mais c'était une personnalité absolument extraordinaire. Il a réussi des coups éditoriaux phénoménaux, dont bon nombre d'ailleurs de mémoires d'Empire, je reparlerai par la suite,
Il inventa la publicité littéraire. Il n'avait alors absolument aucun scrupule à corrompre les critiques avec des soupers fastueux, puis s'il fallait payer, eh bien il payait. Mais faut-il ajouter qu'il mourut ruiné et abandonné de tous. Comme quoi, Thierry, certains éditeurs peuvent mourir dans la pauvreté. Aux confluences de ces interactions, un genre littéraire monta en puissance, les mémoires. Un certain nombre d'éditeurs, et l'avocat fut certainement le plus avisé, comprirent qu'aux bonnes dispositions techniques, sociales, professionnelles se superposait un fait historique tout à fait inédit, les retombées mémorielles des bouleversements des 25 dernières années qui engendraient une véritable pulsion narrative, c'est une expression de l'époque, de la part de ces acteurs, alors qu'ils soient militaires, hommes politiques, femmes du monde, hauts domestiques, etc. Et comme dirait Arthur Chevalier, à chacun sa cacaillerie. À cette époque, se souvenait à Témoin, les mémoires pleuvaient de tous côtés. C'était une rage. Les républicains, les impérialistes, les royalistes publiaient leurs mémoires à l'envi. Par sa portée émotionnelle et son notable succès commercial, le mémorial avait créé un précédent et une impulsion et incité à multiplier les mémoires sur un passé très récent. Alors, dans la période qui nous occupe, 1815-1848, il y a eu une décennie absolument fabuleuse, et le mémorial est vraiment à son départ. Il y a un petit décalage, mais c'est de 1825 à 1835, et ce, en dépit de la crise financière qui suivit la Révolution de 1830. Bien des années après, un autre témoin se rappelait la vie littéraire d'alors et plaisantait sur la vogue des mémoires. On en fabriquait par brassées. On réveillait même les morts enterrés au Père-Lachaise pour leur faire signer des bons à tirer. Alors ces mémoires n'étaient pas des confessions intimes au sens où nous pourrions les entendre. L'introspection, un retour complet sur soi, n'était pas pratiquée en public. Et comme le souligne Damien Zanon dans « Écrire son temps, les mémoires en France de 1815 à 1848 », la présence du je est nécessaire pour que le récit prenne forme, mais cela ne veut pas dire que le moi y soit le bienvenu. Les lecteurs également ne plaçaient pas l'introspection au centre de leurs intérêts. En revanche, leur avidité était grande de vivre par procuration soit les exploits sur les champs de bataille, soit les fêtes sous les ors des palais. Le Messager des Chambres, un journal, pouvait écrire en 1828 « C'est avec une double émotion de curiosité et d'intérêt personnel que nous écoutons les confidences des auteurs contemporains qui ont recueilli sous forme de mémoire leurs révélations et leurs jugements sur les choses et sur les hommes. » Et en effet, le public était vorace. Outre les hauts faits militaires, il marquait une préférence pour les anecdotes de la cour, alors qu'elles soient royales ou impériales. La curiosité du public pour la vie du grand monde s'en trouvait satisfaite, comme si chaque lecteur avait collé son oreille aux portes des appartements. Et à ce jeu-là, empreint de curiosité, Napoléon était le grand gagnant. Je rappellerai juste que la toute première mention, alors très brève, mais la toute première mention au sujet du mémorial dans la presse française, parue dans la Gazette de France le 1er janvier 1823, ne citait pas les pensées ou les méditations de l'ex-empereur en exil. Non. Ce qui importait était un tout petit extrait du premier tome, mais un extrait bien plus captivant pour le public. Je cite, « Le comte de Lascaz, dans son mémorial de Sainte-Hélène, dit que Napoléon Buonaparte a laissé 2 enfants naturels qui sont sa vivante image. » Ça, c'est la première marque d'intérêt pour le mémorial. Dans bien des mémoires, les événements historiques servaient certes de fil conducteur, mais sans présenter de visée didactique. L'histoire avec un H majuscule dressait une toile de fond, mais le piquant de la lecture provenait des faits et des humeurs des protagonistes. De plus, le roman, en tant que genre littéraire, faisait son grand retour après une éclipse durant les années impériales et sortait de la sphère féminine qui avait été la sienne jusqu'alors, lui conférant de fait sérieux et estime.
Autre influence déterminante dans la manière d'écrire, les traductions des romans et des récits historiques de Walter Scott avaient créé une énorme sensation dans le public français. Face à cette modernité qu'il fallait rattraper, la réaction française ne se fit pas attendre, mais, comme de bien entendu, fut réalisée à l'inverse de son voisin d'outre-Manche, ce que résumait le critique et le bibliographe Kérard de cette manière. Walter Scott a mis l'histoire dans le roman, les écrivains français mirent l'histoire en roman. Et on connaît la suite, Dumas, etc., etc. Un sous-genre, au milieu de ces mémoires, allait émerger des constructions mi-littéraires, mi-commerciales, tirant sur le mondain. Alors, par mondain, il faut entendre des autobiographies de proches du pouvoir, hommes ou femmes, étalant leur réseau et leur réussite. Ces ouvrages prenaient place dans un intérêt plus vaste pour tout ce qui touchait à l'aristocratie. Vous savez, coller les oreilles aux portes des appartements. Et dans le domaine impérial, l'avocat, encore lui, y était omniprésent. Un nom célèbre ou un parfum de galanterie, ou les deux, c'était encore mieux. Souvent une documentation véridique, des notes, un journal, une correspondance, permettait d'échafauder la structure. L'ossature était ensuite comblée par un travail de réécriture ou d'écriture pour combler les manques et tirer à la ligne, inaugurant en fait un procédé éditorial toujours en cours, et le mémorial a aussi un peu procédé de ça. Et puis on va, s'il faut, également insérer des textes additionnels, ce qui permettait d'allonger la sauce. Car ces superproductions nécessitait un travail d'équipe, là encore, le mémorial était dans ce chemin, nécessitait donc un travail d'équipe et des collaborateurs au style littéraire, alerte et aux connaissances historiques immenses. Ce que l'on a appelé des officines de fabrication employaient alors des teinturiers, des arrangeurs, des barbouilleurs de papier, des dégrossisseurs, des coureurs de travail alimentaire, etc. Le vocabulaire était vaste. De nos jours, on préfère les expressions d'écrivains fantômes ou de prête-plume, mais globalement, c'est le même travail. Quant au lectorat, pour lui, la vraisemblance l'emportait sur la véracité. Il fallait que les mémoires exhalent un parfum d'authenticité, c'était cela le plus important. Prenons juste un exemple. Les souvenirs de Bourrienne, premier secrétaire personnel de Bonaparte, dont le contenu avait été sujet à caution dès leur parution. Lorsque ces mémoires sont parues, le journal La Quotidienne osait affirmer « Vrai ou faux, les mémoires de M. Bourrienne sont écrits par lui ». Autrement dit, ce n'est peut-être pas de lui, mais ça pourrait être de lui, donc faisons comme si c'était de lui. Alors, on sait que Bourrienne n'a pas finalisé le texte, étant trop malade, mais qu'il eut bien un manuscrit de sa main que montrait avec fierté l'avocat, toujours lui, aux visiteurs de marque. Et les commentateurs s'accordent à peu près à considérer les 4 premiers tomes comme issus de ses souvenirs de manière assez proche. En revanche, les 6 derniers sont beaucoup plus éloignés des feuillets autobiographiques, le fruit du travail d'un teinturier, alors l'un des plus grands, le très doué et le très bien renseigné Charles-Maxime de Villemarais. Il avait connu les hautes sphères de l'État, attaché au cabinet de Talleyrand, puis secrétaire du prince Borghese. De même, son grand confrère écrivain teinturier, Étienne Léon de la Motte-Langon, avait lui aussi un parcours tout à fait intéressant, puisque proche de Cambacérès, il avait été auditeur au Conseil d'État et avait fait après une carrière de sous-préfet. Alors, ce sont là que 2 exemples, parmi d'autres, de teinturiers, qui permettent de saisir à quel point les apports, les extrapolations de ceux-ci sont très délicats à déterminer. Villemarais et la Motte-Langon étaient de fins connaisseurs de l'Empire. Ils l'avaient vécu de l'intérieur, ils avaient côtoyé le pouvoir et la cour. Ils pouvaient donc entremêler leurs propres souvenirs réels et non imaginés, aux carnets de notes,
et aux manuscrits qui formaient la base de leur travail. Et nous arrivons à la dernière partie, alors qui est spécialement dédiée à Jacques Jourquin, ombre de ce colloque, en prenant un cas exemplaire qui sont les mémoires d'Ida Saint-Elme. Alors pas Sainte-Hélène, Saint-Elme. Damien Zanon, que j'ai déjà cité, place comme point de départ des pseudo-mémoires l'accueil extraordinaire réservé aux mémoires d'une contemporaine, donc par Ida Saint-Elme, publiée en 1827 et 1828. Alors, par accueil extraordinaire, il faut surtout entendre le fait de l'élite sociale et intellectuelle de Paris, friande d'indiscrétion et désireuse d'évasion littéraire. Et par sa vie, à la suite de l'armée sur tous les champs de bataille en Europe, au service également de personnalités comme la princesse Elisa, Ida Saint-Elme fournissait l'une et l'autre. Née hollandaise sous un autre nom, elle était une aventurière au plein sens du terme. Alors une femme réellement libre pour l'époque et non pas une femme que sa fortune exemptait de certaines contraintes sociales. Elle avait mené une existence très originale, hors cadre et scandaleuse pour l'époque. Le succès de ses souvenirs et le fait que tous ses amants soient morts, alors Moreau aîné notamment, lui valurent un sobriquet inventé par un journaliste qui était la veuve de la Grande Armée. L'engouement pour ses écrits, pour ses mémoires, tenait tout autant à la nostalgie de l'époque militaire qu'aux anecdotes affriolantes. Alors, l'une des plus fameuses, là encore vrai, faux, mais qui peut être tout à fait véridique, est celle de Talleyrand lui faisant des papillotes dans les cheveux avec des billets de banque qu'elle mit ensuite au feu. Alors, ça explique entre autres le succès de ses mémoires. Jusqu'à leur réédition en 2004 sous la direction de Jacques Jourquin, l'affaire était entendue. La contemporaine n'était qu'une immense supercherie entièrement montée par l'avocat. On se complaisait à raconter que pour réussir l'entreprise, l'éditeur avait choisi un des plus brillants littérateurs de l'époque, à la mémoire sans faille, Armand Malitourne. Journaliste, il vivotait et n'aboutissait à aucun ouvrage consistant, vaincu par une forme de paresse. On racontait également que l'avocat le savait parfaitement et qu'il avait utilisé une méthode très simple pour le mettre au travail. Il l'hébergea d'autorité dans la chambre à côté de la sienne, dans son hôtel particulier. Armand Malitourne y était réveillé à 9h tous les matins, descendait à la boutique et, au milieu du brouhaha, se mettait à travailler. Malitourne devint ainsi, selon un mot de l'époque, le contemporain de la contemporaine. Mais on préférait oublier de préciser que des notes, des feuillets étaient fournis par Saint-Elme quotidiennement. Elle l'a raconté à son grand ami et protecteur, le comédien Talma, dans une lettre conservée dans les archives de la Comédie Française. Je n'en citerai que quelques extraits. « Je crois que l'avocat est content de mon zèle. Je travaille de 6h à 4h de l'après-midi, je ne bouge pas de mon bureau et je finis un cahier bientôt. » Et c'est également, lorsqu'on lit les mémoires de Saint-Elme, on se rend compte qu'au bout d'un certain nombre de tomes, alors le tome 7 pour être précis, devant le succès des volumes, la production ne suivait pas suffisamment vite et donc la machine était en surchauffe et l'avocat avait fait appel à ce moment-là à toute une équipe de teinturiers pour alimenter et produire très rapidement parce que le public demandait la suite des aventures. Mais même le très misogyne bibliographe Kérard, alors qui accordait à peine 15 à 20 pages d'impression griffonnées par Saint-Elme, admettait dans la même notice, donc de manière tout à fait contradictoire, que les 2 premiers volumes sont presque entièrement de la contemporaine. Et puis alors, il ne pouvait quand même pas trop s'empêcher. Il ajoute « sauf le style ». Alors, cette remarque sur le style est assez étonnante et conforme aux critiques du XIXe siècle qui se plaisaient à le décrire comme informe, ainsi que son écriture. Mais il suffit de lire ses lettres
alors à la calligraphie parfaitement lisible et au ton si proche de celui des premiers volumes, volubile et exalté, pour reconnaître qu'Ida Saint-Elme savait manier la langue française avec dextérité et que l'on retrouve bien sa voix dans ses mémoires. Cette mésestime ne s'appliqua pas qu'aux mémoires de la contemporaine. Les écrits portant une signature féminine étaient d'emblée objet de soupçon, car, on le savait depuis Rousseau, les femmes ne pouvaient pas créer par elles-mêmes. Relisez les mémoires de la contemporaine, il y a beaucoup plus à lire que des élucubrations galantes qui en réalité plaisaient beaucoup aux détracteurs. C'est un étonnant portrait de femmes passionnées qui n'avaient que faire de la bonne réputation. C'est, comme dirait Thierry, il y a beaucoup de choses qui sortent de la bouche du cheval. Alors même si comparer Saint-Elme à un cheval n'est peut-être pas très sympathique, mais il y a vraiment des choses très très prenantes. Elle dresse une fresque vigoureuse, une relation sans filtre de l'élite du consulat et de l'Empire et des mœurs des grands officiers. Ida fut une extraordinaire coureuse de la vie, comme le soulignait Jacques Jurquin. C'était avant tout la vie que la courtisane de la grande armée courtisait. J'en arrive à la conclusion. J'ai encore juste 2 petites phrases. Donc voici en abrégé les principaux faits du contexte éditorial. Cette intervention sera bien plus développée dans les actes publiés, en particulier pour l'extraordinaire L'Avocat, sur les plus beaux cas de supercherie littéraire et les souvenirs de Saint-Elme. Donc en ultime guise de conclusion, on sait que les mémoires sont toujours délicats à citer pour des historiens, et plus encore ceux des années 1820-1830, dont le mode d'élaboration globale est suffisamment connu pour être suspicieux, mais pas assez approfondi dans le détail pour séparer en quelque sorte le bon grain de l'ivraie. Hélas, pas de comparaison possible entre le manuscrit et la publication, comme ce fut le cas pour le mémorial. Où s'arrêtent les souvenirs, où commencent les fabulations, c'est la fin. Sont-ils vrais, sont-ils faux, totalement, un peu, beaucoup? Pendant 2 siècles, sous l'influence alors notamment des bibliothécaires Quérard et Barbier, auteurs de répertoires de référence, qui n'y voyaient que des forgeries totales, on a rejeté intellectuellement une partie de ces souvenirs, en particulier ceux émanant de femmes. Soupçonnés d'erreurs, inculpés de mensonges, ces mémoires de fabrique méritent toutefois de sortir d'une méfiance généralisée et d'y appliquer un esprit critique plus large et plus réceptif. Je vous remercie pour votre attention.